Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette conférence sur la biodiversité des sols. Alors, ça fait une semaine que vous entendez beaucoup parler de biodiversité et nous, on a choisi de vous parler d'une biodiversité cachée qui nous est souvent inconnue et en tout cas insoupçonnée. Et nous avons donc ce soir deux experts de cette biodiversité cachée. Nous allons accueillir Marc-André Selos. Il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Il est spécialiste de la vie dans les sols, notamment des liens entre les champignons et les plantes. C'est un vulgarisateur hors norme. Je mets un petit peu de pression. Ça a intérêt à être bon. Et il a publié, entre autres, en 2021, L'origine du monde, que vous pouvez retrouver à l'entrée ou à la sortie de l'amphithéâtre, donc à la fin de la conférence. Nous aurons aussi Tania Anda. Elle est professeure au département des sciences biologiques et à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle est experte des invertébrés du sol. Ses recherches l'amènent à s'intéresser au sol vivant de la forêt urbaine et à s'impliquer dans la communauté internationale pour implanter des suivis de la biodiversité. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires de la soirée. Alors, merci à Mixité, le carrefour d'innovation ouverte du pôle sur la ville résiliente. Mon défi ce soir, c'était de le dire sans trébucher. J'ai réussi. Je remercie aussi le Consulat général de France à Québec, notre fidèle partenaire, et enfin le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Comment ça va se dérouler ce soir? Nous allons avoir une conférence d'à peu près 1 heure. Marc-André et Tania vont se succéder sur différentes thématiques. Et après, nous allons ouvrir une période de questions. Vous avez des micros de chaque côté de la salle, donc il vous suffira de vous lever et je distribuerai la parole au fur et à mesure. Je pense que je vous ai tout dit. À la fin, s'il nous reste du temps, on pourra organiser une petite séance de dédicace pour ceux qui veulent acheter les livres de M. Selos. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle soirée. Alors, si vous avez l'impression que ce que vous voyez à l'écran est un écosystème terrestre, vous vous trompez. Ça n'en est que la surface. C'en est le pelage, un pelage végétal. Et encore même les végétaux vous diraient qu'ils ne vivent pas sur Terre. Ils vivent dans la terre, dans le sol. Et ça, c'est important. En fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de visiter les coulisses. Les coulisses de cette surface des écosystèmes terrestres où vous vivez. Et les coulisses, c'est ça. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas génial. C'est sale. Culturellement, on n'aime pas. Hein. On met nos morts et nos déchets dedans, donc bon. Et en plus, même si on n'avait pas ce problème culturel, ce qu'on va découvrir ensemble, c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles. D'abord parce que le sol n'est pas transparent. Et deuxièmement, parce qu'en plus, ce qui est pertinent dedans est petit. Oui, c'est petit. Si je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans le sol, vous me dites des vers, des insectes. Eh bien non. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas le plus important. Non. Ah oui, alors là, il y a quelques geeks dans la salle, donc on ne va pas prendre leurs réponses. Effectivement, il y en a qui parlent déjà grec, mais on parlera grec à la fin de cet épisode. Non, ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, ce qu'on voit le plus en tant que spécialiste des sols, c'est ce qu'on voit le moins dans la vie de tous les jours. C'est les microbes. Alors, pour les microbes, d'abord, eh bien, il y a les champignons. Alors, ça peut vous étonner que je vous parle de champignons, alors que quand vous les ramassez, vous les voyez à l'œil nu, ça n'a pas l'air de microbes. Par définition, les microbes, c'est ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais rappelez-vous que ce que vous ramassez à la saison, ce n'est que l'organe reproducteur. C'est l'équivalent de la pomme pour le pommier. Alors c'est vrai que quand vous cueillez une pomme, vous voyez le pommier, ça c'est sûr. Par contre, quand vous cueillez les champignons, vous ne voyez pas ce qu'ils sont au jour le jour parce que ça vous est caché. Les parties reproductrices que vous ramassez émettent des spores. Et ces spores germent. Elles germent en un filament qui a un diamètre de 1/100 de millimètre. Donc un filament qui est minuscule. Et ensuite, ces filaments, eh bien, ils grandissent, ils se ramifient. Les ramifications peuvent se réanastomoser, se recoller entre elles. Et au total, ceci produit un mycélium, c'est-à-dire un réseau de filaments microscopiques qu'on ne voit pas à l'œil nu. Souvent, le sol, quand on le prend et qu'on le sent, il sent le champignon et il émet une molécule qu'on appelle l'octénol, qui est en fait quelque chose qui est lié à des phénomènes d'oxydation dans les cellules que l'on brise. C'est l'odeur des champignons quand vous les pelez. Hein, quand vous pelez vos morilles, si vous avez de la chance, vos champignons de Paris sinon.
Et alors, ce composé-là, il nous dit d'ailleurs que parfois le nez nous révèle la présence des microbes, là où les yeux, bien sûr, nous refusent de les voir. Certains champignons ont un intérêt particulier. Ils ont un premier intérêt, c'est qu'ils me nourrissent. Je fais de la recherche sur ces champignons-là. Mais le deuxième intérêt, c'est pour la plante. Vous allez voir, c'est que leurs filaments, vous les voyez colorés en bleu, là, pénètrent dans les racines des plantes. 9/10 des plantes ont dans leurs racines, tout à fait saines, dans leurs racines normales, des champignons qui pénètrent dedans. Ces champignons sont aussi présents dans le sol autour de la racine. Et l'organe mixte formé, et c'est ce que monsieur disait tout à l'heure quand il nous parlait de mycorhize, l'organe mixte formé par la racine, rhiza, et le champignon, myco, cette structure mixte, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Et ça, c'est vital à la fois pour le champignon et pour la plante, car c'est l'endroit où ils échangent des aliments. La plante donne du sucre au champignon, tandis que le champignon ramène de l'eau, du phosphate, du phosphore. Enfin, il fait des courses dans le sol pour la plante. Voilà. Alors, ça, c'est juste une parenthèse pour vous montrer qu'il y a beaucoup de champignons dans le sol et que ce n'est pas anecdotique par rapport aux plantes. Il n'y a pas que des décomposeurs de matière morte, il n'y a pas que des maladies, il y a aussi des champignons vitaux pour les plantes. Après les champignons, il y a les bactéries. Alors les bactéries, c'est plus petit que les champignons, on est plutôt sur 1/1000 de millimètre. C'est tout petit, les bactéries sont faites de cellules isolées ou en groupe, voire en courtes chaînettes, comme sur le Streptomyces. Je vous ai choisi le Streptomyces parce qu'il appartient à un groupe de bactéries que vous connaissez bien sans les connaître. Les actinobactéries. Alors qui connaît les actinobactéries ici? Personne. Du moins le croyez-vous. Ces actinobactéries, elles ont deux caractéristiques. Elles font très souvent des antibiotiques, comme la streptomycine, des streptomyces, ou l'actinomycine, des actinomyces. Et qui a eu de l'acné ici? Allez, vu la couleur des cheveux de la plupart d'entre vous, c'est du passé, vous pouvez l'avouer. Vous avez peut-être eu des antibiotiques contre l'acné. Eh bien, c'est de l'actinomycine. C'est encore un antibiotique qui vient de ces bactéries-là. Actinobactéries qui sont donc présentes dans nos armoires à pharmacie. Mais bien mieux, les actinobactéries, elles émettent une molécule, la géosmine, qui fait l'odeur de terre. Et bien plus que l'odeur de terre. Si jamais, au grand jamais, vous avez mis les mains dans la terre pour la flairer, vous avez sans doute senti cette odeur très particulière qu'il y a après la pluie, qui est simplement l'odeur de terre diluée, qui est la géosmine diluée. Cette odeur d'après la pluie, quand l'eau s'est introduite dans le sol et on a chassé l'odeur des actinobactéries, une odeur qu'on appelle le pétrichor. C'est le nom de cette odeur. Eh bien, le pétrichor, c'est en fait l'odeur de ces bactéries-là. Oui, vous les connaissez. Voilà quelque chose que vous connaissez par son odeur et pas par son nom. C'est quand même pas fréquent de connaître l'odeur d'un organisme sans connaître son nom. Et c'est ce qui vous arrive. Donc des bactéries, il y en a dans le sol. Il y a aussi des choses qu'on appelle des amibes, qui sont faites de grosses cellules qui se déplacent. Vous allez voir qu'il y a des petites bactéries filamenteuses qui, ici et là, donnent l'échelle. C'est donc 10 à 100 fois plus gros qu'une bactérie. Ça peut même être beaucoup plus gros. Certaines d'entre elles, on les appelle les blobs, sont visibles à l'œil nu. Je ne sais pas si vous connaissez les blobs. Bon, sinon, il faudra absolument inviter Audrey Dussautour pour qu'elle vous en parle. C'est une chercheuse toulousaine qui fait des travaux superbes là-dessus. Bon, ces organismes-là se déforment, ça leur permet de se déplacer et aussi d'englober des proies, des bactéries la plupart du temps, dont ils se nourrissent. Bon, ça fait du monde, et du monde qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sol? Alors, de vivant, Oui, alors c'est bien d'avoir dit des racines, parce qu'effectivement, il ne faut pas les oublier, c'est quand même ce qui est le plus fréquent après les microbes. Et puis, ensuite, enfin, et vous allez voir pourquoi j'en parle en année, il y a tous les animaux. Alors sur ce petit film, vous allez voir un petit acarien qui court en haut, un colambole en bas à droite, donc une sorte d'insecte sans ailes si l'on veut, un pseudoscorpion, un prédateur redoutable avec des pinces, mais qui n'appartient pas au groupe des scorpions, bien qu'il soit proche des araignées, encore un colambole, des nématodes qui sont des vers de la taille des filaments de champignons, des vers très particuliers, un acarien encore, alors un mille-pattes, là c'est une dédicace spéciale pour quelqu'un qui aime les mille-pattes dans la salle, un ver de terre, mais alors un vrai ver de terre, pas un nématode, quelque chose de beaucoup plus gros, et puis finalement un coléoptère. Il y a beaucoup de groupes dans le sol. Il y a même des animaux dans le sol qui ne sont jamais venus sur Terre. Ils sont directement passés de leur vie aquatique dans le sol, parce qu'ils supportent mal la déshydratation. Il y a des groupes entiers, comme les annélides, qui sont très fréquents dans les océans et qu'on ne trouve pas sur Terre, mais sous Terre. Donc il y a une grande diversité animale, et parmi les animaux, bien sûr, il faut donner une dédicace toute particulière aux vers de terre, dont on connaît très bien les crottes, les turicules, qu'il y a très souvent à la surface de certains sols. Bien.
Dans un gramme de terre, rien qu'un gramme de terre, vous avez des milliers d'espèces de bactéries, un millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes, ou plus plein de virus dont on ne parlera pas ce soir parce qu'on n'en sait rien, mais il y a un monde fou. Il y a plus dans un gramme de terre d'espèces différentes que dans le zoo le mieux pourvu que vous ayez visité. Et ça, c'est le monde microbien qui veut ça. Et maintenant, si on met ça en tonnes à l'hectare pour des écosystèmes tempérés, on est sur des quantités de 3,5 tonnes de champignons, 3,5 tonnes de bactéries, 1,5 tonne de champignons, 5 tonnes de racines et seulement 1,5 tonne d'animaux. Bah oui, puisqu'ils mangent des microbes et des racines, il ne peut pas y avoir plus de mangeurs que de ressources. Ou alors vous croyez à la croissance. 25% des espèces connues, celles qui ont un nom, sont dans les sols, alors même qu'on sait maintenant qu'on étudie les espèces présentes par leur ADN que moins de 1% des espèces microbiennes nous sont connues. Alors j'ai des chiffres pour la France, où on a un atlas des bactéries du sol de France. On a plus de 115 000 espèces de bactéries dans les sols de France. La France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 6 000 espèces de plantes, 40 000 espèces d'insectes. Et oui, il faut renvoyer aux oubliettes la biodiversité comme étant faite de gros organismes. Elle est souvent faite de petits organismes. Et pour terminer, en biomasse, les écosystèmes terrestres ont 50 à 75% de leur masse vivante sous le sol. À quoi s'ajoute sous le sol l'ensemble de la matière morte. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en biomasse et en diversité, les sols, c'est là que ça se passe. Mais cette diversité-là n'est rien sans la diversité de fonctions qui va avec. Donc, merci Marc-André de nous avoir amenés à connaître ce sol vivant de façon si captivante. Et effectivement, moi, j'aimerais nous inviter à réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'il fait, ce sol vivant, et à notre interdépendance avec ce sol. Donc, pourquoi se soucier et se préoccuper de cette diversité? Pourquoi est-ce qu'on devrait être préoccupé si cette diversité est en train de diminuer, qui vit sous nos pieds? Donc, peut-être dans le cadre de la COP15 et toute l'attention médiatique, vous avez entendu beaucoup parler de notre interdépendance avec la nature. C'était un des messages qui a été répété souvent. On parle de ce qu'on appelle les contributions de la nature aux populations. Et j'aime bien ce schéma qui sort du rapport Planète vivante du World Wildlife Fund en 2018, où on parle justement de tous ces attributs de notre interconnexion avec la nature. Et vous l'avez peut-être entendu aussi dans les dernières semaines, on dit, oui, la nature, c'est l'eau qu'on boit, c'est la nourriture qu'on mange, qui, bien sûr, est dans nos sols, c'est l'air que l'on respire, mais on voit aussi, effectivement, dans ce rapport, on souligne vraiment la présence des sols. Et donc, dans les dernières 5 ans, on reconnaît, on l'a su toujours depuis très longtemps, l'importance des sols, mais on en parle de plus en plus et on continue cette conversation avec vous aujourd'hui. Donc, quelles sont ces fonctions, cette diversité de fonctions? Bien, je ne vous apprends rien que, en fait, les sols sont le substrat et la nutrition. Vous avez parlé tantôt des nutriments dans le sol. Donc, c'est ça qui soutient toute la production primaire. Je vous amène ici, en Guyane française, dans la forêt tropicale, où vous voyez la richesse, toute cette productivité qui dépend du vivant dans le sol. On voit aussi qu'à la base de la chaîne trophique, donc tout ce vivant, ces plantes, ils soutiennent aussi une richesse incroyable d'animaux. Et donc, on est vraiment à la base de la vie. Ce sol soutient les plantes soutiennent toute cette diversité d'animaux également. Et d'où viennent ces nutriments? Eh bien, comme vous savez, sûrement il y en a plusieurs d'entre vous qui ont un compost chez vous, qui pratiquez depuis des décennies le compostage. Eh bien, ce sol vivant dont Marc-André nous a présenté décompose en fait la matière organique. Et donc, ici, je vous amène dans une forêt tempérée. Toute cette chute de litière, à chaque année, elle tombe et elle va disparaître. Elle est recyclée. Cette production de la matière organique est très importante et toute cette fonction de recyclage de nutriments soutient
soutient la vie et assure un équilibre dans nos écosystèmes. Un autre élément, bon, Marc-André, tu parlais du sol comme étant qui logeait nos déchets, mais on pourrait regarder ça aussi autrement. Donc oui, c'est les morts, mais c'est aussi, il y a un élément culturel. Hein. Donc pour les paléontologues qui s'intéressent aux dinosaures, on a des archives, des fossiles, toute la connexion à notre préhistoire. Donc c'est aussi le legs du vivant qui est préservé dans le sol. Et puis, quand on commence à manipuler les sols, à les exporter, à les faire bouger, eh bien, on perd aussi cette connexion avec la culture. Donc, c'est une autre dimension, une autre fonction. Dans le contexte de l'urgence climatique, vous en êtes bien conscient, la séquestration de carbone est très importante. Puis ici, j'aimerais vous partager un rapport qui vient tout juste de sortir cette année. Peut-être vous l'aviez vu, encore la société civile, le World Wildlife Fund, qui ont collaboré avec des chercheurs pour cartographier le carbone des terres canadiennes. Et c'est assez impressionnant. Donc là, on est en train de parler de grandes unités. OK, donc on est en train de parler de pétagrammes de carbone, donc ça veut dire des milliards de tonnes. Et là, si vous voyez dans le petit cercle ici, dans la partie verte de nos écosystèmes au Canada, donc dans la production primaire, dans les plantes, on parle souvent du carbone qui est séquestré dans les arbres. Eh bien, cette partie représente uniquement 21 milliards de tonnes de carbone. C'est beaucoup, mais c'est rien à côté de tout ce qui est emmagasiné dans les sols. Et justement, c'est ce sol vivant qui nous aide non seulement à travers la décomposition, mais aussi en structurant le sol, en assurant une agrégation au sol pour que ce carbone reste séquestré. Donc, on voit vraiment une très grande partie, je vous montre ici une carte du Canada. Donc, vous voyez dans les secteurs qui sont plus foncés, souvent ce sont nos tourbières. Ce sont des lieux où on a énormément de carbone, donc 306 milliards de tonnes de carbone organique séquestrées jusqu'à 1 mètre de profondeur dans nos sols canadiens. Donc, des réservoirs très, très importants et une fonction qui est assurée par ce sol vivant. Le sol nous offre aussi des réservoirs d'eau. Et donc, pensez à des événements de pluie. Cette précipitation, elle tombe dans les sols vont infiltrer cette eau. On va avoir des réservoirs qui s'écoulent. On voit ici, on est sur la rive nord de Montréal, dans le comté de l'Assomption. Dans les terres agricoles, on voit des petits ruisseaux, donc toute cette eau qui percole et qui rentre aussi dans nos systèmes de bassins versants. Et encore une fois, la vie contribue à assurer une structure du sol qui permet cette infiltration. Donc, on pense tantôt aux vers de terre, les galeries, les turicules, tous ces éléments de structure ou d'agrégation qui font qu'on a des macropores, donc des endroits pour que l'eau puisse percoler, c'est important. Et on peut penser aussi à des événements extrêmes. Donc, avec les changements climatiques, on a parfois des grands événements de précipitation. Et c'est là où, quand on laisse nos cours d'eau bouger comme ça se doit, donc on a tendance à vouloir canaliser les cours d'eau, mais quand ils bougent, et on a un grand volume, l'eau va déborder et les sols vont absorber cette eau. Et donc, c'est une façon aussi de gérer ce grand volume et d'empêcher qu'on a des difficultés plus loin dans le cours d'eau. Donc, des perspectives différentes de comment la vie assure des fonctions. J'aimerais vous offrir 3 exemples qui nous amènent à réfléchir vraiment de la dimension de la perte de la biodiversité. Donc, dans l'arrière-plan encore, le COP15, on est en train de parler beaucoup du déclin de la biodiversité. Et là, il y a 3 études, donc j'aimerais vous présenter brièvement, où justement, on s'est interrogé pour comprendre si on a moins de diversité, est-ce qu'on a aussi
moins de fonctionnement. Et donc, dans cette première étude, et bon, Marc-André, il y a des champignons là. Dans cette première étude, c'était un bel exemple de science collaborative, des équipes à l'international. On a travaillé ensemble avec des équipes sur un gradient latitudinal du subarctique jusqu'au tropique. Et on a regardé le devenir de la matière morte. Donc, une feuille qui tombe dans la forêt, elle peut tomber soit par terre, sur le sol, mais elle peut aussi tomber dans le ruisseau. Et on s'est interrogé sur l'idée de la complexité des communautés. Donc, de façon expérimentale, on a manipulé ces communautés, on a créé des petites cagettes, ce qu'on appelle des mésocosmes. À l'intérieur, on a mis les feuilles mortes et on a donné un accès variable à la communauté. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est une communauté complète où tous les organismes qui vivent peuvent avoir accès. Ici, c'est une communauté où il y avait juste les collemboles, les acariens que Marc-André nous a montrés qui peuvent accéder. Et ça, c'est une communauté qui est uniquement microbienne. Et ce que je vais vous montrer, c'est que, en fait, le plus qu'on perd la complexité, le plus aussi qu'on va perdre le fonctionnement. Donc, dans la prochaine diapo, je vais vous montrer la différence entre la communauté complète et la communauté qui est uniquement microbienne, et celle de la communauté mitoyenne ici, et la communauté microbienne. Donc ici, vous voyez les données, pour ceux qui aiment bien voir les données, vous voyez que quand on a cette communauté mitoyenne, en moyenne, on a 2% d'effet de la diversité, donc une accélération du carbone et de l'azote, de la décomposition de ce carbone et de l'azote dans les feuilles. Et il y a une certaine variation selon les sites, mais en moyenne, on a 2% d'accélération. Mais quand on rajoute la communauté complexe, quand tous les organismes ont accès, eh bien là, l'accélération, c'est en moyenne 11%. Et dans le milieu tempéré, on voit, donc le milieu tempéré où nous, on se retrouve, ça peut être même plus, entre 20 et 50% d'accélération du processus. Donc, c'est une première illustration qu'on a publiée qui nous démontre à quel point cette complexité joue sur les fonctions. Une deuxième étude d'une équipe internationale qui a travaillé plus dans les agroécosystèmes. Ici, ils ont utilisé une méthode encore pour regarder la complexité, mais là, c'était à travers une dilution. Donc, c'était surtout les microbes qu'ils ont extraits des sols et là, ils ont rajouté de l'eau pour simplifier les communautés. Et ce que vous voyez ici, sur l'abscisse, c'est la richesse de la communauté. Et ici, vous voyez un indice qu'on appelle la multifonctionnalité. Donc, c'est un indice qui fait un amalgame de différentes fonctions reliées à la décomposition, reliées à l'assimilation de nutriments essentiels comme l'azote, le phosphore. Et on voit un patron positif. Donc, 3 fois, que ce soit les champignons, les bactéries ou les deux, le plus qu'on a de diversité, le plus qu'on est en train d'assurer un fonctionnement de nos communautés. Et le dernier exemple, une étude publiée par Delgado et collaborateurs l'année dernière, ou plutôt en 2020, où ils sont allés même jusqu'à démontrer qu'une multidiversité, donc quand on a beaucoup de taxons différents, tous les groupes que Marc-André nous a montrés, c'est ce qu'on voit listé ici. Ici, on mesurait des fonctions et les détails ne sont pas trop importants, mais ce qu'on note, c'est que quand on a beaucoup de petits points rouges, les carrés rouges, ça nous permet de voir qu'il y a un signal très fort de la présence de cette communauté complexe et du fonctionnement de l'écosystème. Et donc, 3 constats. 1, le plus qu'on a de diversité, le moins qu'on a de gènes résistants aux antibiotiques. Donc, on peut aller aussi loin à dire qu'une diversité dans le sol
peut mener éventuellement à moins de maladies, moins de pathogènes qui circulent parce que on n'a pas ce problème de résistance aux antibiotiques et la surutilisation des antibiotiques. On voit aussi une réduction dans les pathogènes des plantes, donc les bactéries qui peuvent nuire aux végétaux sont aussi stabilisées quand on a plus de diversité. Et la troisième chose, c'est que plus qu'on a de diversité, plus qu'on a aussi de production primaire, donc les plantes sont plus contentes quand il y a plus de richesse qui vit dans nos sols. Et donc, ça nous amène à penser à ce réseau trophique, un petit clin d'œil à Laura, qui est dans mon équipe de recherche, qui aime bien faire des aquarelles, qui nous démontrent toutes ces interactions du vivant et à quel point ça peut influencer le fonctionnement des écosystèmes. Alors, vous voyez que finalement, cette diversité, elle fait aussi les sols et au-delà, elle fait ce que les sols font, comme par exemple les plantes. Et la question qui se pose à présent, c'est un petit peu de savoir si les gestes agricoles, les gestes avec lesquels on gère nos sols, ils sont appropriés. Et en fait, la réponse, c'est plutôt non, non et non. Alors, disons qu'il faut regarder les gestes traditionnels. Alors, il est un geste traditionnel par essence, c'est le labour. Quand j'étais petit, j'ai fait, et raté d'ailleurs, des concours de labour. Bon. Ça, c'est le geste par excellence. Mais il faut comprendre qu'un des intérêts de ce geste, c'est de désherber. Or, si labourer tue un organisme qui a en gros le tiers de sa biomasse dans le sol, qu'arrive-t-il à un organisme qui est complètement dans le sol? Il risque d'être 3 fois plus mort. Et de fait, ça commence très mal pour, c'est même pas un labour, là, c'est juste un travail du sol avant semis, ça commence très mal pour les animaux du sol, dont les plus gros se font becter, au sens strict, ils se font manger par les oiseaux qui suivent le travail du sol. Mais moi, quand je vois cette image-là, bon, j'ai une affection particulière pour les champignons et j'ai surtout mal aux champignons. Pourquoi? Parce que vous avez vu que c'est un réseau microscopique, et ce réseau, il est complètement pulvérisé par le labour. On ne ramasse pas de rosée des prés sur un sol labouré. On va tout le temps dans des pâtures ou au bord des champs, mais jamais dans les champs labourés pour ça. Alors de fait, il existe de bonnes preuves que quand on laboure, on réduit la diversité des espèces de champignons, car on supprime tout simplement celles qui ne savent pas cicatriser leur mycélium, cicatriser leur réseau mycorhizien après le labour. En revanche, quand on laboure, on a souvent plus d'espèces de bactéries. Alors ça mérite une petite analyse, ça. D'abord, vous aérez le sol, c'est une des vertus du labour. Et cette aération permet à des bactéries plus exigeantes en oxygène de se développer, qui ne se développeraient pas sinon. On va voir tout à l'heure que ça respire plus quand c'est labouré. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus certains champignons. Or, c'est un peu la guerre entre les micro-organismes du sol. Quand on supprime certains champignons, on laisse éventuellement la place à des bactéries qu'ils éliminaient par leur présence, avec lesquelles ils étaient en compétition, une compétition qu'ils gagnaient. Donc, supprimer des champignons, ça permet d'avoir plus de bactéries. Et là, si vous faites un total, alors votre total d'espèces, vous allez me dire, Marc-André, ta diversité, elle n'a pas changé. Bon, tu aimes les champignons, il y a moins de champignons, mais il y a autant d'espèces. Et c'est là que ce que vous disiez, Tania, sur la diversité fonctionnelle est importante. Parce qu'en fait, on perd en diversité fonctionnelle. Il y a des fonctions que font les champignons que ne font pas les bactéries. Par exemple, des mycorhizes. Donc, c'est en diversité fonctionnelle qu'on commence à avoir certaines fonctions qui disparaissent ou qui sont endommagées, même si éventuellement le nombre d'espèces reste ce qu'il est. Je vous disais que la respiration du sol est accrue. Et ça se voit très bien. Vous avez ici une carte de France où vous voyez la teneur en matière organique des sols. Le labour a un effet catastrophique là-dessus. On compte qu'en Europe, nous avons perdu la moitié de la teneur en matière organique des sols depuis 1950. C'était divisé par 2. Et vous voyez très bien les grandes zones agricoles. Vous voyez le bassin aquitain au sud de la France, sauf la forêt des Landes. Vous voyez le bassin parisien. Moi, je repère là-dessus la forêt de Compiègne et la forêt de Fontainebleau, au sud et au nord de Paris. Je vois très bien la plaine de Saône et du Rhône. Je vois le Languedoc-Roussillon. Je vois toutes ces régions agricoles où, effectivement, la teneur en matière organique des sols a baissé. Alors, ça, c'est grave, parce qu'un des rôles de la matière organique morte ici, des sols, c'est de retenir l'eau. En gros, on dit souvent, je ne sais pas ce que vaut ce chiffre parce que je ne l'ai jamais sourcé. Je ne sais pas d'où il vient, mais on dit souvent que 1% de matière organique en plus, ça retient 10 mm d'eau de pluie.
C'est une capacité de rétention de 10 mm d'eau de pluie de plus. Dans un pays dont le climat devient méditerranéen, c'est ce qui arrive au sud de l'Europe, ça se méditerranéise et les étés sont de plus en plus secs, c'est vital d'avoir de la matière organique. Ah bah oui, mais il n'y en a plus. Deuxième rôle de la matière organique, nourrir certains microbes. Troisième rôle de la matière organique, tenir les morceaux de sol entre eux. Or, labourer, c'est ouvrir le pas à l'érosion. D'une part parce qu'il n'y a plus les végétaux, il n'y a plus les mycéliums de champignons pour tenir le sol, et d'autre part, donc, qui est complètement nu, et d'autre part, il y a moins de matière organique. On s'habitue à voir dans les paysages agricoles des eaux qui circulent chocolatées ou blanches, pleines de sol, alors que normalement, en forêt, l'eau, elle n'est pas complètement pure, elle n'est pas complètement claire. Évidemment, il y a de l'érosion, mais il y a 10 à 20 fois moins d'érosion. Les sols de plaine s'érodent quand ils sont labourés à la vitesse de sol de montagne. Et ça, on en a la preuve. Quand on va dans des régions où on a labouré, et au début c'était plutôt aréré, c'était plutôt de l'arère, c'était des formes de labour assez simples. Depuis plusieurs millénaires, il n'y a plus de sol. Quand vous allez dans les grandes cités antiques, les grandes cités du Liban, les grandes cités de l'Afrique du Nord, qui ont été construites dans l'Antiquité au milieu de plaines fertiles, parce qu'on construit les villes là où il y a à manger, regardez où sont les villes actuellement, on trouve des sols désertiques, et ces sols désertiques, savez-vous, ils ne l'étaient pas au moment où on a construit ces villes, ils le sont devenus par le labour. Alors, le labour à court terme, il a plein de vertus. Il désherbe, on l'a dit, il aère et il rend poreux le sol. Bon, c'est pas parfait parce que les trous sont pas stables, d'autant plus qu'il n'y a pas de matière organique, donc ils vont s'écrabouiller au passage suivant. Mais transitoirement, ça a au moins cet effet, et surtout, ça remonte la fertilité qui est entraînée par l'eau de pluie vers le fond du sol, et ça à de la remettre à des niveaux de surface où seront les racines des plantes. Mais à long terme, ce n'est pas une option. Ça abîme la vie du sol, je vous l'ai dit, et donc derrière les fonctions qui s'y trouvent, ça détruit la matière organique avec des conséquences sur la stabilité du sol et le stockage de l'eau, et puis surtout, ça entraîne une érosion accrue qui fait qu'en fait, si vous produisez plus, c'est que vous êtes en train de détruire le capital pour le convertir en intérêt, ce qui n'est pas une gestion de père de famille. Aujourd'hui, on a des formes d'agriculture qui savent contourner ça. On a des agricultures qui ne labourent plus. Vous savez quoi? On a redécouvert la roue, parce que les précolombiens, ils n'ont jamais labouré. Vous n'avez pas d'animaux de trait. Ah oui, on a bâti des grandes villes et on a nourri des grandes civilisations sans labour. Donc ça relativise un petit peu l'idée que le labour c'est une grande chose. Et aujourd'hui nous redécouvrons la roue avec des agricultures sans labour, où en plus on couvre en hiver de cultures intermédiaires que souvent on restitue au sol pour amener de la matière organique avant les semis suivants. Vous voyez très bien ici un sol qui est plus noir parce qu'il y a plus de matière organique, un sol qui draine mieux l'eau parce que les trous sont plus stables, alors que l'eau stationne dans la parcelle de gauche qui est labourée, et puis un sol qui est légèrement plus haut que le sol à droite. Alors faites à votre gauche, faites attention que ça, c'est pas l'effet du... Ça fait 10 ans, il y a 10 ans qu'on ne laboure plus la parcelle qui est à droite, donc ce n'est pas une histoire d'érosion, c'est une histoire de trous. Il y a plus de trous, donc le sol il est plus haut. Voilà, c'est tout. Alors c'est quoi ces trous? Ce n'est pas des trous de charrue, c'est des trous de vers de terre, des trous de filaments de champignons morts, des trous de racines mortes, des trous d'amibes qui se déplacent dans le sol, etc. etc. L'autre problème, c'est que on a, quand on gère nos écosystèmes, une tendance à augmenter l'émission de gaz à effet de serre par le sol. Quand on laboure, je vous l'ai dit, on fait plus de CO2. Réalisez que l'homme a émis 2 fois plus de CO2 par le labour depuis 8000 ans qu'il n'en a émis depuis 200 ans par l'utilisation des combustibles fossiles. Sauf que sur 8000 ans, ça a stabilisé une tendance à un retour en glaciation et ça a fait que le climat s'est stabilisé. Quand vous inondez le sol, il y a des bactéries qui respirent sans oxygène, elles respirent en produisant des gaz comme du méthane ou du protoxyde d'azote, qui sont de puissants gaz à effet de serre, respectivement 50 et 240 fois plus efficaces que le CO2. Et donc, on se met à faire l'effet de serre, surtout si par ailleurs, on a mis des nitrates, qui sont les formes qui servent aux bactéries productrices de protoxyde d'azote à respirer. Aujourd'hui, on compte que la façon dont on gère les sols représente la moitié des gaz à effet de serre produits par l'agriculture. C'est paradoxal parce qu'en fait, le sol, normalement, devrait être une solution par rapport au climat. Tu signalais qu'on est ici dans un pays qui stocke énormément de carbone dans son sol, mais on pourrait, nous, en stocker. On pourrait très bien remettre de la matière organique dans les sols. L'initiative du 4 pour 1000 qui est portée en Europe par la France et qui s'étend petit à petit en Europe revient
est basé sur le calcul que si chaque année on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000 si vous voulez, la teneur en matière organique de tous les sols du globe, on compense les émissions de CO2 de cette année-là par l'humanité. Je veux dire, ce n'est pas une raison de continuer, mais ça permet de résoudre le problème qu'on a créé déjà, c'est une des solutions, et cette solution-là n'occupe pas le paysage avec des plantations, elle améliore les sols, et leurs réserves en eau, et leur vie, et leur stabilité, et nos enfants en feront ce qu'ils voudront. Alors vous allez me dire, quelle matière organique? Le fumier, les cultures intermédiaires qu'on a semées en hiver, et puis à propos de fumier, le fumier de l'animal qui produit le plus de matière organique en France, et je pense au Canada aussi, je pense à quel animal? Pas le lapin, pas la vache, pas le chat, pas le cheval. Oui, vous et moi. Et il est temps de trier nos poubelles, et bien, et de remettre cette matière organique qui amènera aussi de l'azote et du phosphate dans les sols. Dernier point, les intrants. Alors, il y a deux types d'intrants. D'abord, il y a les intrants de type pesticides. Je vais m'acharner un tout petit peu sur le glyphosate, qui n'est pas une solution neutre. Il faut être conscient quand on l'applique de ce que ça veut dire. C'est toxique pour les œufs de vers de terre. C'est toxique pour les spores de champignons mycorhiziens. Et ça veut dire que vous baissez la capacité du sol à être fertile, et quand vous mettez du glyphosate, vous allez appeler des intrants, des engrais azotés et phosphatés. Alors justement, ces engrais-là, quand on les applique, ça pousse mieux, mais la plante congédie les champignons mycorhiziens. Elle n'a plus besoin de leur donner du sucre pour avoir de l'azote et du phosphate, puisqu'il y en a à profusion. Cet azote et ce phosphate, donc, elle s'en nourrit et elle congédie des champignons, mais le problème, c'est que les champignons mycorhiziens ont souvent un effet protecteur sur les racines. Donc les racines sont plus facilement malades. Et donc, souvent, il faut mettre plus de pesticides. Les pesticides appellent les engrais, puisqu'ils détruisent les champignons mycorhiziens. Les engrais appellent les pesticides, et on rentre dans une logique qui a fait une agriculture qui a nourri le monde. C'était le but de l'agriculture conventionnelle. Mais aujourd'hui, on voit que si la quantité est là, la qualité n'y est pas, et on veut changer. D'autant plus que souvent, ces excès d'azote et de phosphate que l'on amène sous forme minérale, eh bien, ils finissent dans l'eau. Alors ça, c'est le lac Winnipeg, j'ai pris une image de chez vous, mais des cochonneries comme ça, où prolifèrent des algues, on en a chez nous aussi, on en a même qui ne sont pas vertes, on a le choix de la couleur en France. Je ne sais pas si vous avez le choix de la couleur des algues, mais... Alors, l'idée de nouveau, c'est, bien sûr, il faut amener de l'azote et du phosphate, mais sous forme organique. Ceci, la merde, c'est deux solutions. C'est de la matière organique, de l'azote et du phosphate, et il est temps de mettre la merde dans le sol, comme d'ailleurs nos anciens faisaient souvent. Les fosses d'aisance des cités finissaient dans les campagnes autour sous forme d'engrais. Oui, ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'il y a des marges de progrès. Et puis ce que je voudrais vous dire pour terminer sur cet aspect, c'est que certes, l'agriculture conventionnelle, les agricultures qui produisent beaucoup en quantité, ont abîmé les sols, mais elles ne les tuent pas. Il reste toujours de la vie, contrairement à ce qu'on dit, dans les sols agricoles. Une bonne raison d'avoir de meilleures pratiques pour réveiller cette belle au bois dormant qui est là. Non, ceux qui tuent les sols, ce sont les citadins. Car quand on artificialise des sols agricoles en les recouvrant de villes ou d'infrastructures de transport, eh bien, là, ils meurent en dessous. Ce n'est pas les agriculteurs qui tuent les sols, c'est les citadins. Et ça a deux conséquences. La première, c'est qu'il est important que les citadins comprennent ce que sont les sols, parce que finalement, c'est eux aussi qui les gèrent, notamment là. Et la deuxième, c'est qu'il faut absolument arrêter cette artificialisation. En France, on compte qu'on a perdu 10% de la surface agricole utile ces 50 dernières années. Ça avance à un rythme titanesque. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, les villes, elles ont été installées au milieu de plaines fertiles. Quand une ville grandit, c'est pas ce qu'elle enfouit, c'est ce qui est le plus productif. Donc ce 10% que je vous disais, ce n'est pas 10% en termes de capacité à produire. Donc, Marc-André, je suis contente que tu parles des villes et de la destruction des citadins parce que, justement, j'aimerais vous en parler aussi. Je pense qu'il y a des solutions. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut faire pour prendre en compte cette biodiversité du sol vivant et de la fonctionnalité des sols en milieu urbain? Et justement, je suis très contente d'avoir une équipe de recherche qui travaille là-dessus, ça tombe bien. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler
en partenariat avec les municipalités, avec des propriétaires, peut-être même des promoteurs immobiliers. Dans le cadre de toutes les discussions qu'on a maintenant, il semble d'avoir de plus en plus d'intérêt. Et je souligne aussi la présence de mes collègues du pôle sur la ville résiliente, Mixité, le Carrefour, qui travaillent justement pour aider, faciliter ce maillage entre le monde, la société civile, les différents partenaires qui ont envie de co-construire des recherches pour adresser cette problématique. Et donc, ça, c'est une photo que j'ai prise. Peut-être vous reconnaissez ce chantier. C'est juste sur Saint-Laurent, au bout de l'esplanade des Tranquilles. J'ai pris cette photo en 2019. Je me promenais et j'étais abasourdie de voir le verre. Ça, c'était une façon de concevoir. Donc, un site de construction, tour de condo. Qu'est-ce qu'on a? On a des buissons en plastique, probablement provenant de la Chine, avec un petit tapis gazonné. Donc, on met ça pour rendre le site de construction plus attrayant. Donc, il y a ce côté affectif, esthétique, mais c'était quelque part pour moi une métaphore aussi de comment souvent on choisit de concevoir les villes. On pense à toute l'infrastructure grise, on pense au bâti, et c'est juste après qu'on pense au vert, à toute la nature comme décoration. On se permet de détruire cette nature et après ça, on va planter quelques arbres, quelques plantes, mais on ne pense pas à planter autour des arbres, à maintenir les legs, à concevoir le tout et à s'assurer que, de la même façon ici, Marc-André, on parle souvent de la trame verte et la trame bleue dans le Grand Montréal, donc cette connectivité du vert, du bleu, mais on commence aussi à parler de la trame brune. Comment est-ce qu'on peut travailler pour justement connecter les sols et reconnaître qu'ils sont aussi vivants. Donc, passer au-delà de la décoration. Et bon, on l'a souligné, on parlait de la gestion des eaux pluviales. Une des grandes problématiques en ville, c'est la minéralisation des surfaces. Donc, on est en train de couvrir toute cette fonction d'infiltration de l'eau. On le perd et on voit que les municipalités sont très inquiets maintenant, en fait, avec le grand volume d'eau, avec les événements de précipitations extrêmes. C'est devenu problématique et on commence à réfléchir aussi à déminéraliser nos sols. Voici un exemple local dans l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve, ensemble avec le Conseil régional d'environnement. Et les citoyens, c'est des projets de ruelles bleues-vertes où ils sont en train c'est à très petite échelle, mais chacun qui essaie de poser une action pour déminéraliser, donner une vie et offrir une possibilité aux sols, aux végétaux en ville. Et peut-être on peut rêver encore plus. Donc ici, je vous amène à Louvain, en Belgique. On est au plein cœur du centre-ville. Juste ici en haut, il y a un tramway qui passe. C'est un passage souterrain. C'est vraiment la grande intersection. Et pourtant, quand ils ont conçu les aménagements, ils ont conçu des petites mini-forêts avec multiples strates. On a des arbres, on a des arbustes, on a des herbacées. Et oui, on a une espèce de trame brune qui permet aussi à ce sol vivant d'être présent et d'assurer aussi tout le reste de la nature. On peut penser, on peut rêver en 3 dimensions. Et donc, la ville, ce n'est pas juste en 2 dimensions. Elle peut monter. Un architecte que j'admire beaucoup, Stefano Boeri, un architecte italien qui fait des projets comme ça où on pense à amener le sol en hauteur. Et peut-être, Marc-André, tu peux nous parler des épiphytes qui vivent en haut du sommet des arbres et qui, eux aussi, peuvent s'associer, comme on discutait tantôt, à des organismes que typiquement on trouve dans le sol, mais qui vont en hauteur. Et d'ailleurs, ici à l'UQAM, on a une belle tradition, intérêt dans l'agriculture urbaine. Il y a des études qui ont été faites sur des toits qui démontrent que, par exemple, des communautés de colamboles peuvent être aussi riches en haut sur le sommet des édifices qu'ils le sont aussi par terre. Donc, il y a une possibilité de donner un habitat, une maison à ce sol vivant en rêvant puis en pensant les villes autrement.
je suis contente d'avoir plusieurs membres de mon équipe de recherche qui sont présents ici ce soir. Et il y a d'autres questions que nous sommes en train d'explorer pour essayer d'aider à informer les meilleures pratiques pour les municipalités. Donc, une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le type de végétation en soi influence les types de communautés, la faune qui vit dans ces communautés. Donc, ici, vous voyez Roberto, Jérémy, Xavier, qui sont d'ailleurs sur le Mont-Royal, en plein cœur de Montréal, et qui échantillonnent différents types de végétation. Donc, on a des boisés résiduels que vous connaissez, mais aussi des surfaces comme des pelouses. Cette idée que la forêt urbaine, ce n'est pas juste les boisés résiduels, mais c'est vraiment, au sens large, tout cet habitat, toute cette nature qui peut exister à densité variable selon les différentes conditions. Donc, juste pour vous donner une idée de comment on a échantillonné, c'est un projet qu'on a lancé en 2020, en début, pendant les conditions pandémiques. Donc, c'était un petit peu plus difficile d'aller chercher les autorisations, mais on était content de travailler très localement ici, à l'UQAM, donc dans les espaces verts que vous avez autour des cœurs des sciences. L'équipe a échantillonné. Ils étaient aussi à l'Université de Concordia sur le campus pour échantillonner les pelouses avec arbres, les aménagements arbustifs. Et on était aussi dans les grands parcs, donc au Mont-Royal, le Boisé-Saraguet, le Bois de Liesse, pour voir qu'est-ce qui vit. Et je vais vous donner simplement un exemple basé sur une étude menée par Roberto sur les fourmis. Donc, Roberto s'est spécialisé dans l'identification des fourmis. Et ne vous inquiétez pas trop de tous les détails sur la figure. Ce qui est important, c'est que quand les couleurs sont pareilles, ça veut dire que les communautés sont pareilles. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un regroupement de points bruns. Et ça nous indique que tous les organismes qui vivent dans les boisés, c'est nos points bruns, se ressemblent, mais ne ressemblent pas à ce qui est de l'autre côté de la figure, où on retrouve nos pelouses, où on retrouve nos aménagements arbustifs. Donc, c'est un message que, vu que les communautés se démarquent fortement, c'est important de préserver, d'assurer la protection de nos boisés urbains, boisés résiduels. D'ailleurs, on a entendu plusieurs annonces et des engagements cette semaine encourageantes qu'on veut accroître les aires protégées dans la communauté métropolitaine de Montréal. Eh bien, voici une évidence que pour le sol, ça fait une différence. On a des communautés totalement différentes dans les boisés que dans d'autres types de complexité de la nature qui existent en ville. Autre question, donc au-delà de la végétation, est-ce qu'il y a, en fait, peut-être, il y a quand même le choix des espèces. Donc, deux doctorantes qui travaillent avec moi, Sylvie et Laura. Donc, Sylvie s'intéresse à cette question de choix d'espèces. Est-ce que, par exemple, les communautés de champignons ou de colamboles qui vivent au pied d'un érable de Norvège sont différentes que ceux qui vivent au pied d'un érable argenté? Et donc là, elle a échantillonné l'année dernière, en fait, l'été passé, donc cette année encore, elle a échantillonné à l'échelle de l'île de Montréal. Et puis ça, c'est une étude en cours. On va avoir la réponse et comprendre si l'identité des arbres peut influencer les communautés. Laura, de son côté, s'intéresse beaucoup à la question des pratiques de gestion par les municipalités. Donc, peut-être ça se pratique aussi en France, je crois que oui, cette idée de gestion différenciée des pelouses. Il y a eu de plus en plus d'attention l'année dernière. On a parlé beaucoup à Montréal du No Mow May, où on a laissé en friche, on a accepté les pissenlits dans les pelouses, mais cette idée de meadowscaping ou de gestion différenciée des pelouses, de laisser des endroits de pelouse en friche pour favoriser peut-être les pollinisateurs, on en parle souvent, mais la question de recherche qu'on se pose, c'est si on pose un geste comme ça, on favorise aussi le cumul de la matière organique. Est-ce que ça peut aussi aider la biodiversité du sol?
Et donc, on a échantillonné des endroits à Rosemont-la-Petite-Patrie, au Jardin botanique, où ils sont en train de pratiquer déjà comme ça. Et on s'intéresse aussi à cette question de gestion des feuilles mortes. Donc ça, c'est quelque chose de totalement aberrant. On veut avoir une forêt urbaine, elle produit une matière organique fantastiquement riche qui nous offre ce potentiel de décomposition, d'enrichir le sol. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, à chaque année, on l'enlève, les met souvent dans des sacs de poubelle, parfois il y a des souffleuses. On fait tout ça souvent pour protéger les pelouses, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Et c'est ça qu'on est en train d'explorer. Donc, Laura, elle a lancé une étude aussi l'été qui vient de passer, en 2022. Vous voyez ici des petites cagettes où elle a mis des feuilles mortes de différentes espèces d'arbres qui vivent en ville. Elle les a fragmentées. Elle a essayé de comparer aussi avec des feuilles qui sont totalement artificielles, qui n'ont aucun contenu organique, pour essayer de comprendre est-ce que l'effet d'avoir une feuille peut favoriser la présence d'une communauté de vie dans le sol. On croit que oui, mais peut-être il y a des façons de faire où on peut tondre les feuilles, on peut les fragmenter pour aider quand même à régénérer les sols, à retourner cette matière organique sans toujours enlever et sans tout l'empreinte de carbone aussi qui est associée avec ce ramassage extrême de feuilles. C'est intéressant, les municipalités sont quand même intéressées parce que ça représente un coût très important pour eux. J'aimerais signaler aussi l'intérêt de plusieurs partenaires sur ces questions. Donc, ensemble avec Mixité, on a une belle collaboration avec le Parc Jean-Drapeau, avec le campus de la transition écologique, où on a lancé des études sur la gestion différenciée des pelouses. Il y a aussi ici avec nous ce soir une membre de l'OBNL Growing Arc. Et eux, ils s'intéressent beaucoup dans l'utilisation des plantes alternatives, des plantes reliées à la mode et à toute l'industrie des textiles. Et ce que vous voyez ici, c'est des plantations qui ont été faites dans le parc Jean-Drapeau pour tester la capacité de planter autre chose que juste les pelouses, mais on peut penser à, par exemple, planter du lin et puis produire localement des textiles. Et ils sont en train d'explorer ça. Et on est en train de regarder comment est la vie dans le sol associée aussi à ces différents types de communautés qui y vivent. Et finalement, j'aimerais faire un clin d'œil à d'autres collaborations actives au Centre d'études de la forêt, mais c'est aussi tous des membres du pôle de la ville résiliente. Et j'aimerais vous parler de 3 projets encore où on essaie d'incorporer et favoriser la biodiversité des sols de nos forêts urbaines et périurbaines. Donc, avec mon collègue Christian Messier, qui était d'ailleurs de passage au Cœur des sciences mercredi dernier, avec Christian, on est en train de créer un outil pour les gestionnaires municipaux pour favoriser la sélection des arbres. Donc, si un gestionnaire veut choisir un arbre, comment est-ce qu'il peut faire ou elle peut faire pour choisir le bon arbre au bon endroit? Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on prenne en compte aussi des effets de nos choix pour la biodiversité du sol, des effets de nos modes de gestion, de comment on est en train de tondre les pelouses et qu'on amène tous ces facteurs dans un outil. Donc, ça, c'est un projet en cours. Tout le volet biodiversité du sol n'est pas encore intégré dans l'outil, mais c'est en devenir. Et puis, Cassandre et Marla, qui sont à l'écran, vont nous aider en utilisant des techniques génomiques. On va vraiment avoir un portrait de comment différentes identités, différents modes de gestion peuvent influencer cette biodiversité. Et ici, vous avez un regard. En fait, vous pouvez consulter cet outil déjà en ligne. Ça s'appelle SylphCity. Ça vous permet, donc la dimension de sol n'est pas encore incorporée, mais ça vous permet d'avoir un aperçu de la diversité des arbres. Et donc, le gestionnaire, déjà maintenant, peut savoir est-ce que j'ai des arbres qui sont très similaires, est-ce que j'ai des arbres avec beaucoup de fonctions différentes et faire
choix plus éclairés et vous pouvez vous amuser à voir votre quartier à Montréal et connaître aussi les arbres qui font partie de votre forêt urbaine. Et j'espère un jour vous pourriez aussi mieux connaître la vie dans les sols de ces forêts urbaines. Un autre projet qu'on a, encore avec cette idée de comprendre la biodiversité, la fonctionnalité des sols dans les saillies de trottoirs. Donc, on parlait du problème de minéraliser les sols en ville et une des solutions qui a été mise de l'avant par beaucoup d'arrondissements, vous l'avez vu, c'est l'implantation de ces ouvrages de biorétention, les saillies de trottoirs. Et donc, on est en train d'étudier avec Alain Paquette, mon collègue qui dirige la chaire de la recherche sur la forêt urbaine, avec d'autres collègues aussi, Stephen Campbell, qui s'intéresse aux champignons. Comment est-ce que les différents choix d'espèces, l'implantation des arbres, peuvent influencer la vie dans le sol? Est-ce que la vie dans le sol peut aider aussi avec la tolérance au sel de déglaçage, qui est un grand enjeu avec des ouvrages comme ça pour les villes? Donc, on est en train d'explorer ces différentes questions. Et finalement, bon, grande annonce, dans le cadre de la COP 15 hier aussi, on a parlé de cet engagement de notre gouvernement fédéral de miser plus sur la restauration des systèmes. Vous savez qu'un des grands cibles qui a reçu beaucoup d'attention, c'est on aimerait d'ici 2030 que 30% de nos écosystèmes sont protégés, mais on sait qu'on n'arrivera pas, même si on arrête toute activité. Maintenant, on a besoin de recréer des écosystèmes pour arriver à ce 30%. Et d'ici 2030, on a besoin, à l'échelle du globe, de recréer au moins 5% de ces écosystèmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que des collègues comme Danisha sont en train de mener des projets de renaturalisation. Je pense aussi aux partenaires, la fiducie des écosystèmes de l'Anaudière, qui fait un travail impressionnant sur la rive nord, dans le comté de l'Assomption. Ici, on se retrouve tout près du lac Champlain, donc sur la frontière des États-Unis, dans un site nommé Pike River. Et ce site-là, il y a un prolongement d'une autoroute et le ministère des Transports souhaite faire un projet qui est à la fois carboneutre et à la fois aussi, disons, minimise les pertes de la biodiversité. Donc, il y a vraiment un intérêt de renaturaliser. Et donc, l'équipe a transplanté des arbres dans l'endroit où on était pour détruire. Ce que vous voyez en arrière, il y a plusieurs arbres matures qui ont été transplantés, mais pour la première fois aussi, on croit, on a pensé au sol. Donc, Marc-André, on est allé prendre tout le bois mort. Ici en haut, vous voyez les feuilles. Tout ce qui était pour être détruit, on a dit, bien, on va le bouger, c'est pas loin, mais on va le bouger d'un endroit ou l'autre, on est en train de le planter pour que ces legs biologiques, dans l'espoir d'accélérer peut-être la renaturalisation du système. Et donc, dans le cadre de ce projet, je m'intéresse aussi à faire un suivi de la biodiversité. On a pris des échantillons au temps zéro. On va retourner dans 5 ans, dans 10 ans, pour essayer de voir comment est-ce que la vie va se rétablir et dans l'espoir qu'on va être capable aussi de mieux informer des projets de renaturalisation parce qu'il va falloir qu'on en fasse pour arriver à notre 30% ou peut-être même plus. Et donc, ça, ce sont tous des projets à l'échelle locale, mais j'aimerais vous amener aussi à réfléchir comment la communauté scientifique se mobilise à l'échelle internationale pour que tous les gens comme Marc-André et moi qui s'intéressent à la vie dans le sol puissent se parler et puissent avoir des outils pour effectuer un suivi à l'échelle vraiment du globe. Et donc, il y a un regroupement qui existe, Soil Bond. Bond, c'est Biodiversity Observation Network, so the Soil Biodiversity Observation Network. Et il y a un volet qui s'appelle Food Web, donc ceux qui s'intéressent plus dans les réseaux trophiques. Et j'ai le privilège d'être une des coordonnatrices pour le Canada pour cet effort. Et là, l'idée, c'est qu'on ait des protocoles standardisés pour qu'on puisse se comparer entre pays, pour qu'on puisse avoir une façon de faire, pour qu'on puisse
bâtir des bases de données avec des protocoles standardisés et nous entraider pour qu'on sache où est-ce qu'on est rendu dans notre capacité de suivre la biodiversité, à la fois pour comprendre si on voit des déclins ou des progrès. Hein. Si on fait des projets de renaturalisation, on veut savoir aussi est-ce qu'on a des progrès. Et donc, ça, c'est un projet. Et puis, en fait, on a fait les premiers essais de ce protocole. On s'est réunis pendant toute cette phase pandémique. Il y a eu beaucoup de rencontres pour développer les protocoles. Et autour du monde, dans 1000 sites autour du monde, on a effectué des tests cette année. Et puis, bon, ici au Québec, il y avait 4 sites. Et donc, ici, vous voyez les membres de mon équipe qui se sont mobilisés. Il y a 2 protocoles, une qui est basée sur la génomique, où là, et je vais vous dire, donc un petit clin d'œil au titre, on ne va pas 6 pieds sous terre, on s'est limité dans le protocole international à juste 10 cm, et pour certains, c'est même, bon, c'est à débattre, hein, jusqu'à quelle profondeur est-ce qu'il faut aller, mais on s'est limité dans le protocole à 10 cm, et vous voyez ici, bon, on porte les gants, donc on essaie de travailler de façon stérile pour les échantillons génomiques, mais il y a aussi un protocole où on a travaillé de façon traditionnelle pour extraire, pour aller chercher les différents organismes, mais on voulait quand même trouver un protocole qui était facile d'utilisation pour tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes outils à travers le monde. Et donc, on a numérisé, donc avoir accès à un ordinateur, à un scanner pour numériser l'image. Et là, il y a une équipe en Allemagne qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance d'images. Et donc, on n'arrive pas à une identification très fine, comme on fait avec ceux qui sont formés en taxonomie, en microscopie, mais ça nous donne un estimé grossier de qu'est-ce qui existe et peut-être, on espère, moi j'ai quand même un intérêt pour le détail fin aussi, mais je comprends l'utilité que si on veut faire des suivis, ça nous prend des techniques qui sont parfois plus rapides. Donc, la fine pointe de la technologie avec les outils génomiques, l'autre avec un scanner juste pour connaître la biomasse des vers de terre, de connaître combien d'araignées ou la biomasse des mille-pattes, etc. Donc, c'est ça, dans le cadre de la COP 15, on avait envie d'explorer avec vous quelques exemples de pistes d'action très locales, mais aussi à l'échelle internationale. Et peut-être, juste pour clore, une réflexion aussi sur comment ramener la nature en ville nous permet aussi de connecter avec l'autre génération, la prochaine génération. Donc, exemple d'activité qu'on a fait ici avec le Centre de petite enfance de l'UQAM, où on a amené les enfants à découvrir la vie dans le sol. Et je pense en fait, je vous remercie pour le dialogue qu'on puisse avoir aujourd'hui et avec toute la société civile pour qu'on apprécie ce sol vivant et qu'on en prend soin. Et peut-être, Marc-André, tu aimerais rajouter quelques mots? Mais non, effectivement, vous comprenez que les citoyens ne sont pas très très loin, à la fois parce qu'ils votent pour les aménagements, ou les aménageurs, ou les décideurs, et aussi parce qu'avec leur carte bleue, ils ont entre les mains l'outil qui est l'outil majeur de travail du sol. Et quelque part, c'est très bien qu'on fasse de la recherche, on est très content d'en faire, et on ne nie pas la nécessité d'en faire, mais aujourd'hui, c'est plutôt la transmission à tous de ça qui est importante, et qui permettra que demain, peut-être, nous gérions ce patrimoine en bons pères de famille, et que nous soyons à la hauteur de ce que nos enfants devraient attendre de nous légitimement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.